spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. De retour dans nos studios pour continuer de parler politique et d'élections régionales. Les échéances approchent et nous sommes avec Timothée Houssin, de donc la liste du Front National, tête de liste départementale pour l'heure, et Daniel Leblanc, donc issu de cette même liste. Nous parlions culture et nous allons tout de suite embrancher sans feu jeu de mots sur l'agriculture où notre paysan est actuellement pris un peu entre deux feux, entre le besoin de faire bien son travail et aussi l'autre devoir d'être un paysan responsable et écologique. Comment se comporte en tout cas l'agriculteur par rapport au discours que vous lui amenez? Est-ce qu'il est aussi dans la demande de ce fameux SOS, aidez-nous? Oui, alors on fait, je pense, une vraie percée chez les agriculteurs. On l'a vu sur le terrain, on a un excellent accueil de leur part. Il faut voir que les agriculteurs de la région ont quand même pas mal subi les conséquences des différentes politiques qui ont été menées ces dernières années. Il faut savoir que la Normandie a perdu la moitié de ses exploitations agricoles en 10 ans. Le revenu moyen des agriculteurs a baissé de 35% en 2 ans. Et malgré cela, la région, malheureusement, n'accorde que moins d'1% de son budget à l'agriculture. Nous pensons que ça fait partie des postes et des secteurs pour lesquels il faudrait donner plus d'argent, notamment pour aider les agriculteurs à investir quand ils ont de gros investissements à faire, notamment dans un certain nombre de machines agricoles. On pourrait remplacer un certain nombre de banques sur ce sujet-là. Et puis les aider aussi à vendre leur production. On l'a vu notamment avec l'affaire Spanghero. Les Français et également les Normands sont en recherche de qualité au niveau des produits qu'ils consomment. Ils sont prêts à consommer normand avant tout. Cependant, quand vous allez au supermarché acheter votre viande, il est assez difficile de savoir laquelle vient de Normandie ou laquelle vient de France ou laquelle vient de l'étranger. Nous, ce que nous souhaiterions créer pour les produits agricoles et en particulier pour la viande, c'est en fait un label Normandie. Ça existe déjà dans le Nord-Pas-de-Calais avec le label Saveur en Or ou en Bretagne avec le label Produits de Bretagne. Ça coûte pas cher à mettre en place, ça permet aux consommateurs d'identifier la viande normande et donc de pouvoir la consommer plus facilement. On sait que les clients sont prêts à le faire. De la même façon, notre région bénéficie d'une image de qualité, notamment au niveau de l'agriculture. Donc ça permettrait aussi de mieux vendre nos produits dans les autres régions de France et pourquoi pas à l'international, puisque la Normandie est une région un petit peu connue à l'international par le biais notamment de son histoire. Donc ça pourrait, sans coûter beaucoup à la région, aider nos agriculteurs. On pense aussi que dans ces appels d'offres, la région doit donner priorité aux producteurs locaux. On sait que dans les collectivités, 80% de la viande qui est consommée est d'origine même pas non régionale, mais étrangère. Nous, on souhaiterait que les appels d'offres soient donnés en priorité aux circuits courts, c'est-à-dire à nos producteurs normands. Donc vous souhaitez... Notamment dans les lycées, puisque le marché des cantines des lycées dépend directement de la région, et l'ensemble des cantines des lycées sur la région Normandie, ça représente énormément de repas, ça représente un gros budget et c'est un marché très intéressant pour nos producteurs locaux. Ça permet à nos lycéens de mieux manger, ça permet à nos éleveurs d'écouler leur production, ça permet aussi, vous parliez tout à l'heure d'écologie, d'avoir des circuits courts, c'est-à-dire moins de transport, ça permet qu'il y ait moins d'intermédiaires, plus d'argent pour l'agriculteur, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc des circuits courts, mais ça c'est pas à long terme, il faut que ça soit tout de suite que le collégien ou le lycéen mange normand dans sa cantine. Oui, non mais ça, il y a des appels d'offres réguliers de la région pour les marchés liés aux cantines. Il suffit de mettre dans les critères les circuits courts et comme ça on pourra favoriser les agriculteurs normands. Les appels d'offres, ils sont refaits de façon très régulière, donc ça peut changer très rapidement. Sans vouloir rentrer dans tous les dédales et détails administratifs, selon les grands élus du conseil régional, c'est pas toujours facile d'être en tout cas le chef de la commande de la nourriture de ces collégiens, puisque eux-mêmes consomment chinois ou argentins. Donc qui est responsable en tout cas de la commande de la nourriture? Non mais c'est la région qui le gère et nous on sent qu'il n'y a pas vraiment de volonté de la région de le mettre en place. Elle l'a pas fait par le passé, mais quand vous écoutez les candidats socialistes ou UMP qui ont géré la région pendant des décennies, maintenant que tout le monde parle de faire des circuits courts et de prioriser les éleveurs normands, il semble que ça soit devenu possible puisque c'est devenu aussi dans leur programme. Nous on s'étonne qu'il l'ait pas fait auparavant et qu'ils aient attendu qu'on le propose pour le proposer également. La politique sociale, c'est également l'un de vos chevals de bataille, entre guillemets, sur votre programme. La France d'en haut, la France d'en bas, c'est une image
d'Épinal qui date des années 50. Est-ce qu'elle perdure encore pour vous? Est-ce qu'il y a encore cette fracture identitaire dans les banlieues ou même dans les ruralités, puisque maintenant nos banlieues françaises, ce sont quasiment les campagnes? Est-ce qu'il y a encore là aussi beaucoup de travail? Je pense qu'il y a de moins en moins de France d'en haut et de plus en plus de France d'en bas. Il n'y a pas que les quartiers un petit peu sensibles des grandes villes qui sont concernés par la pauvreté, par le chômage, par la précarisation. Il y a aussi énormément, on l'a dit tout à l'heure, la ruralité. Nous, on pense qu'il faut une vraie égalité des territoires. Il faut aider notamment les habitants de la ruralité à pouvoir accéder au bassin d'emploi. Il faut développer l'emploi et la formation professionnelle dans notre région pour réduire au maximum le chômage. Et puis, c'est vrai que les politiques publiques doivent se tourner en priorité vers les secteurs qui ont été un petit peu délaissés par les majorités précédentes, en particulier la ruralité, où il faut maintenir les services publics, aider au développement du numérique. Sur le sujet du numérique, il est quand même aberrant de voir que la région Haute-Normandie prévoit d'équiper la région en haut débit pour dans 20 ans, alors que des départements de l'Orne, par exemple, départements comme l'Orne, ont mené une autre politique, sans passer forcément par la fibre optique. On peut développer des choses comme le satellitaire, comme l'Internet par les canaux hertziens, qui permettent demain d'avoir le haut débit, y compris dans la ruralité. Ça permet de faire du télétravail, ça permet aux entreprises qui sont situées là dans la ruralité d'être égales aux autres entreprises. C'est quelque chose de très important pour nous. Dans la ruralité, il n'y a pas que ça. Avant tout, il faudra aussi résoudre les problèmes de zone blanche, notamment de téléphonie. On ne peut pas parler de développement du très haut débit sans avant avoir réglé le problème que dans un certain nombre d'endroits de la ruralité, il n'y a même pas encore le téléphone portable. De la même façon, il faudra mener des politiques pour permettre l'installation de médecins là où il en manque. Il faut faire, je pense, une vraie politique de la ruralité, puisque la ruralité est quand même parfois un petit peu abandonnée des politiques publiques. Donc un maillage territorial conséquent au niveau de la communication, maillage territorial aussi un peu la déficience au niveau de l'offre de santé. Beaucoup de petites maisons de santé se construisent ici et là parce qu'on ferme des hôpitaux. Là, la région n'est pas seule responsable. Alors la région, théoriquement, c'est pas vraiment sa compétence d'organiser ça. Cependant, elle peut quand même subventionner, notamment la création, comme vous le dites, de maisons de santé qui regroupent à la fois des généralistes et des spécialistes et qui rayonnent sur un bassin rural où il y avait un manque de ces spécialistes. On peut penser à des ophtalmos, des gynécologues, des choses qui manquent souvent dans la ruralité, qui sont des spécialistes qu'on utilise quand même relativement souvent et pour lesquels il est difficile d'y accéder puisqu'il faut se déplacer très loin et souvent attendre très longtemps pour avoir un rendez-vous. On pense quand même au niveau national qu'il y a aussi une petite problématique de numerus clausus, puisqu'aujourd'hui on manque de médecins, on fait venir des médecins de l'étranger par le biais de l'immigration pour occuper des postes et pourtant on n'élargit pas du tout le numerus clausus pour nos étudiants. On pourrait former davantage de médecins, c'est encore une piste pour l'emploi de nos jeunes et puis ça permettrait de répondre aux vrais besoins de santé qu'ont les Normands. Enfin, le médecin roumain ou espagnol n'est pas moins compétent que le absolument pas, mais pourquoi faire venir un médecin roumain ou espagnol quand on a tout à fait les capacités en France de former des Français pour être médecin. Après, en élargissant le numerus clausus, on peut aussi imposer de faire un certain nombre d'années dans une zone rurale, c'est-à-dire qu'on élargit le numerus clausus, à partir de telle ou telle place d'accession au numerus clausus, les étudiants doivent s'engager à aller passer au moins un certain temps dans les zones rurales où on est en manque de médecins. Une parenthèse qu'on va ouvrir rapidement et refermer d'autant. L'éducation nationale veut tester à grande échelle d'ici l'année prochaine sur une vingtaine de départements ce qu'on appelle la mixité sociale et bizarrement aucun département normand n'a été choisi pour faire ce test. Mélanger entre guillemets les enfants favorisés et ceux qui le sont moins, c'est une mauvaise idée? C'est pas forcément une mauvaise idée. Après, on s'étonne que ça soit la priorité du gouvernement. Je crois que le niveau de l'école en France a quand même fortement baissé ces dernières années. Il y a énormément de choses importantes qui ont été enlevées des programmes scolaires. On a de plus en plus d'enfants qui sortent du primaire sans savoir ni lire ni écrire. Je suis pas sûr que ça soit la solution pour résoudre ces problèmes-là. Aucun département donc normand ne va tenter l'expérience. Par contre, beaucoup de départements normands sont prêts à valoriser leur territoire via le tourisme. Alors le problème du tourisme en Normandie, c'est pas le Mont-Saint-Michel, c'est pas les plages du débarquement, mais ça écrase un peu le reste peut-être des autres sites. Est-ce qu'on a des problèmes de résidence? Les hôtels sont-ils assez conséquent? Manque-t-on d'étoiles? Est-ce que les gîtes ruraux sont également donc bien achalandés
Est-ce qu'on parle suffisamment anglais ou chinois? Le problème du tourisme justement normand, c'est quoi? Le tourisme normand est quand même une des forces de la Normandie. On a un vrai tourisme qui est important. Mais faites un effort, enlevez les plages et enlevez le Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce qui nous Voilà, reste? non mais que ce soit les plages ou le Mont-Saint-Michel, en fait, les gens viennent essentiellement en Normandie, c'est ce qu'on voit dans les études, pour des séjours courts. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent les régions voisines et qui viennent y passer un week-end, même souvent plusieurs week-ends par an. Malheureusement, on n'arrive pas pour le moment à les maintenir en Normandie pour des séjours plus longs, de plusieurs semaines, que ce soit les touristes d'ailleurs français ou les touristes étrangers. Beaucoup viennent pour des courts séjours. À nous d'élargir notre offre, aussi de valoriser nos villes qui sont moins connues que nos plages normandes par exemple, pour faire un petit peu durer le séjour de ces touristes en Normandie. Je reviens sur ce qu'on proposait tout à l'heure, un équivalent du Puy du Fou normand qui mettrait en avant notre histoire pourrait être l'un des réseaux pour faire des séjours plus longs. Et puis il faut davantage faire connaître je dirais les points moins connus du tourisme normand pour que les Français comme les étrangers soient attirés par ces zones-là. C'est un travail à faire avec les tours opérateurs. Je pense que la région, plutôt que dépenser énormément sur un certain nombre d'objets de communication, pourrait justement travailler via les tours opérateurs à essayer d'organiser des séjours plus longs et qui passent aussi par certains points un petit peu délaissés de notre région, malgré le fait que ces points-là aient aussi un patrimoine très développé et soient aussi très intéressants à visiter. Certains aussi soulèvent peut-être le joker du tourisme religieux. C'est quelque chose que vous jouerez comme carte pour aller de Sainte-Thérèse de Lisieux jusqu'aux grandes cathédrales de Rouen C'est quelque chose qui peut être intéressant. Effectivement, je pense que c'est pas la seule carte à jouer. Après, je pense qu'il faut, comme je vous le disais, diversifier notre offre. Donc, ça peut faire partie d'une offre diversifiée. S'il y a une demande, il n'y a pas de raison que la région de Normandie ne choisisse pas de faire l'offre pour répondre à la demande d'un certain nombre de touristes qui souhaiteraient faire ce type de parcours. Alors, on est breton de génération en génération, on est ch'timi depuis des siècles. On a du mal à être normand de père en fils. Est-ce que l'identité de la Normandie passe aussi par un apprentissage commun de sa propre culture? C'est pas facile de parler normand à quelqu'un du Cotentin de la même façon qu'un Rouennais ou qu'un Ornais. Est-ce que vous pensez que l'identité normande est bien ancrée dans les gènes justement de ses habitants et que la Normandie n'est pas forcément un brassage de culture d'ici et d'ailleurs? La Normandie a quand même une culture et une histoire très forte. Il faut se souvenir que les socialistes de l'UMP ont choisi pendant des années de séparer la haute et la basse Normandie, ce qui nuit aussi parfois à l'identité et au sentiment d'appartenance des Normands. Aujourd'hui, la région est réunifiée. La région doit communiquer sur son identité forte, qui est notamment appréciée des touristes et des gens qui la visitent. Et il faut effectivement renforcer cette identité. Vous pensez que le Normand est fier d'être Normand au même point qu'un Breton qui est fier d'être breton? Oui, je pense que les Normands sont un peu relativement fiers d'être Normands, même si c'est vrai, nous par exemple, quand on va sur le terrain distribuer les tracts du Front National, les personnes qu'on rencontre nous parlent beaucoup de Haute et de Basse Normandie pour le moment. Après, c'est quelque chose, nous on demande la réunification de la Normandie depuis des années, bien qu'on soit opposé à la plupart des autres fusions de régions, puisqu'elles ne correspondent pas à des régions historiques et qu'elles ont aussi pour objectif de zapper un petit peu l'échelon national et que les grandes régions aillent négocier directement un certain nombre de choses avec Bruxelles. Nous, on est depuis toujours favorable à la réunification de la Normandie, parce que c'est une vraie région historique qui a une vraie identité, et on pense que dans le cas de la Normandie, cette fusion va être bénéfique. Vous, qui êtes natif du Nord, à quel point vous vous êtes accaparé l'identité normande? Qu'est-ce qui vous dédouane un petit peu justement des autres candidats? Vous vous sentez normand? À quel niveau? On se sent normand déjà à partir du moment où on habite la région, où on côtoie des Normands, où on a visité une bonne partie de la Normandie, où on la connaît sous ses différents aspects. Effectivement, je suis issu d'une autre région, je crois que c'est le cas d'énormément de gens dans la région. Je crois que moins de 50% des habitants de la région sont nés dans la région. C'est la région de France où il y a le plus de gens qui viennent d'autres régions. Ça fait aussi probablement partie de l'identité de la Normandie. C'est quoi votre défaut normand? Qu'il soit culinaire ou autre D'être têtu. Le Normand est donc têtu. Dans la dernière ligne droite de cette interview, je vous pose une question très simple. COP21, pour vous, c'est COP21 et après ou COP21 et alors?
Ça fait partie un petit peu de ces grandes réunions où on sait déjà à l'avance que les décisions qui seront prises sont de toute façon pas contraignantes pour les pays qui s'y engagent. Elles vont aussi créer un certain nombre de déséquilibres pour nos industries, puisque pendant qu'en France on empêche parfois de nos industries de produire pour un certain nombre de raisons environnementales qui sont tout à fait justifiées. D'ailleurs, il faut réglementer au niveau environnemental ce que font nos industries. Dans le même temps, on fait venir sur notre territoire des produits qui sont créés dans des pays qui n'ont pas de normes sociales ni de normes environnementales. Donc en gros, on dit à nos industries, vous avez interdiction de polluer. Par contre, on dit aux industries, notamment asiatiques, qui polluent énormément, faites venir vos produits que vous fabriquez en polluant énormément chez nous, il n'y a aucun problème. En plus, ça fait du déplacement, du transport en plus, donc de la pollution en plus. Donc on pense que c'est un petit peu déséquilibré et que c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait fonctionner en produisant local et en consommant local, en favorisant les productions sur place. On limite énormément les pollutions qui sont énormément dues également au transport des marchandises. C'est une des pistes qui permet à la fois de faire de l'écologie et de maintenir l'emploi chez nous et qui est une de nos priorités. Il faut sauver la planète, mais ça ne sera pas avec cette conférence qu'on va... Ça sera pas. Il faut sauver la planète, mais ça ne sera pas avec cette conférence qu'on le fera. Il faudra miser sur les énergies de demain, notamment la méthanisation. Il faut essayer de relocaliser nos productions. Ça, ce sont des choses qui concrètement débouchent sur de l'écologie. Aujourd'hui, que les Français s'engagent à émettre moins de CO2 alors qu'ils en font émettre plus aux Chinois en achetant leur production, c'est pas forcément cohérent. Donc, on pense que cette réunion, c'est plutôt... c'est intéressant parce qu'il faut malgré tout limiter un certain nombre de pollutions, mais il faut être cohérent dans la politique qu'on mène à l'international vis-à-vis des produits très polluants qui arrivent chez nous. À l'occasion de ces élections, la rédaction de Sensation a reçu un petit courrier avec une doléance de vous faire passer un message. C'est l'association des paralysés de France qui est proche du burn-out intellectuel et qui vous interpelle. Elle fait montre de son ras-le-bol sur les directives qui ne sont pas prises en faveur notamment de l'accessibilité des services publics et dans certains transports. Est-ce qu'on peut promettre une politique régionale du handicap sans vouloir aller trop loin et faire de fausses promesses ? Oui, tout à fait. Il est tout à fait normal. On parlait tout à l'heure de l'égalité des territoires des gens. Il est tout à fait normal que les personnes atteintes de handicap puissent accéder, notamment en particulier, aux services publics. C'est tout à fait cohérent et tout à fait Par contre, normal. moi là-dessus, j'ajouterais un petit truc parce qu'il faudrait aussi, on parle beaucoup de handicap, mais il faudrait peut-être que le gouvernement actuel mette au moins les moyens. Parce que par exemple, moi je parlais d'un cas sur Nassande, un commerçant m'a demandé de faire une intervention au niveau de la commune de Nassande pour avoir pour sa restauration accès à un handicapé. Ça a été fait, mais actuellement il y a un manque de moyens. C'est-à-dire les finances suivent pas. Et il faut voir que les budgets sont limités dans les communes et c'est une problématique. Donc c'est au gouvernement actuel et puis ceux qui précèdent de mettre les moyens. Est-ce que là c'est donc un problème de l'État? Ça a été repoussé je crois de 5 ou 6 ans. Ça a été repoussé aussi parce que c'est vrai que c'est extrêmement coûteux. C'est compliqué, il y a des c'est bâtiments... aussi à faire quand même de façon assez progressive puisque les différentes collectivités locales n'ont pas non plus des budgets illimités. Alors quand on fait des nouveaux travaux, il est important que ça soit accessible. Il est important, il est même obligatoire, il faut rendre obligatoire que ça soit accessible. Il est important que quand on fait des rénovations et également pour tout ce qui est service public, qu'on soit le plus vite possible accessible. Après, il ne faut pas forcément fixer une échéance extrêmement courte et qui coûterait des milliards d'euros à l'État. Il faut faire progressivement de façon à ce que demain tout soit accessible. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, il faut le rendre accessible et rendre accessible les services publics. Dernière petite question, cette campagne, vous la sentez comment? Elle est anxiogène, elle est tendue, elle est positive, les Normands sont réceptifs à votre message? Les Normands sont très réceptifs à notre message. Il faut voir que lors des dernières élections régionales, sur les deux régions, que ce soit la Haute et la Basse Normandie, on avait pour objectif de faire les 10% qui nous permettaient d'avoir des élus pour avoir une véritable opposition au sein des régions. On avait fait au premier tour 11% en Haute-Normandie et 9% en Basse. Donc on était aux alentours de ces 10%. Aujourd'hui, le contexte est totalement différent. Aujourd'hui, on joue la victoire de la région. On est là pour gagner cette région et la gérer demain dans l'intérêt des Normands. Les sondages nous donnent à plus de 30%. On joue réellement la victoire, donc les enjeux ne sont pas non plus les mêmes. On a maintenant, c'est vrai, des listes qui sont composées de gens
gens sérieux qui sont impliqués dans la vie locale. On a un programme sur l'ensemble des sujets, comme on vient de le voir. On est prêt à gérer la région demain en Normandie. On la gérera aussi probablement dans des régions comme la PACA ou le Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, on a l'impression vraiment effectivement que les Normands nous attendent. On le voit beaucoup sur le terrain. On voit nos scores progresser fortement lors des dernières élections. Donc on se prépare à la gestion de la Normandie. Timothée Houssin, merci. Daniel Leblanc, de même. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ces élections. Au revoir. Merci. Au revoir.